Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sylvain Baudet, donc à la Banque des Territoires. Je vais vous dire quelques mots de bienvenue à cette webconférence co-organisée par Leclerc, TEPO, c'est le service d'ingénierie territoriale de la Banque des Territoires, dans le cadre du partenariat qui nous lie maintenant de longue date, avec aujourd'hui un coup de projecteur qui va être porté sur Mauges Communauté, le territoire d'accueil des prochaines rencontres TEPOS qui auront lieu du 24 au 26 septembre prochain. Je laisserai Anne Auclair peut-être nous en dire davantage. Et puis, ce webinaire sera l'occasion de découvrir la politique ambitieuse portée par ce territoire avec des exemples d'innovation tout à fait intéressants à partager sur les thématiques d'alimentation, d'énergie, de coopération, autant de thématiques qui sont investies par Mauges Communauté et ses 6 communes membres, en lien notamment avec les habitants et les entreprises du territoire, avec pour ambition de devenir territoire à énergie positive à l'horizon 2050. Et donc pour cette rencontre, nous aurons la chance de recueillir le témoignage de Didier Huchon, qui est donc président de Mauges Communauté, et qui est donc accompagné du chargé de mission énergie-climat, Dimitri Caillot. Donc un grand merci à tous les deux pour vous prêter à cet exercice. Et cette rencontre sera donc animée par Anne Auclair, du réseau TEPOS, animatrice du réseau TEPOS. Et je vous rappelle également, avant de lui passer la parole, que cette rencontre est enregistrée. Vous aurez la possibilité aussi d'interagir avec les deux témoins du jour, hein. Vous pourrez le faire via le chat, hein. Et si vous le souhaitez, puisqu'on notamment on n'est pas très nombreux, vous pourrez aussi prendre la parole si vous le souhaitez. On vous demandera simplement de bien vouloir lever la main. Vous avez une petite icône en haut de votre écran pour ce faire. Donc n'hésitez pas à le faire, en tout cas dans la deuxième partie de cette rencontre avec ce premier temps de présentation de l'expérience. Voilà, Anne, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup Sylvain. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Monsieur Huchon, bonjour Dimitri et merci encore une fois d'avoir accepté de témoigner dans ce webinaire. Juste, en effet, on n'est pas super nombreux, donc si vous pouviez aussi vous renommer prénom, nom et structure pour qu'on puisse un peu savoir qui vous êtes au moment où vous posez vos questions, notamment. Moi, je ne vais pas prendre la parole longtemps. L'intérêt du webinaire d'aujourd'hui, c'est d'entendre les acteurs de Mauges Communauté témoigner de ce qu'ils font, de l'exemplarité de leurs actions, notamment sur la coopération territoriale. Ils vous le rappelleront eux aussi, mais on espère que c'est à l'agenda de tout le monde de nous retrouver du 24 au 26 septembre sur leur territoire pour en découvrir encore plus, que ce soit en plénière, en atelier, mais aussi dans les nombreuses visites qu'ils nous organisent des initiatives de leur territoire. Et donc, je vais arrêter de partager mon écran et je vais, Dimitri, te laisser partager le tien. Et je vous laisse la parole et je crois que c'est vous, Monsieur Huchon, qui commencez. Très bien, écoutez, merci Sylvain, merci Anne de cette introduction. J'ai grand plaisir, alors non pas à vous recevoir, parce que ça c'est plutôt pour fin septembre, ici dans les Mauges, mais en quelques minutes vous présenter ce beau territoire des Mauges. Et en commençant par sa géographie et son organisation institutionnelle. Donc sa géographie, vous le voyez ici, hein, nous sommes donc dans le département du Maine-et-Loire, donc au sud-ouest du département de Maine-et-Loire, dans la région des Pays de la Loire, donc le grand ouest de la France. Et nous sommes organisés de manière complètement atypique, puisque je crois qu'au moment où je parle, nous sommes le seul territoire organisé de cette façon, c'est-à-dire que il y a une dizaine d'années, les élus du territoire sont emparés de la question de l'organisation territoriale. Donc, on était à un moment un peu charnière de la loi NOTRe et des différentes réformes territoriales qui étaient impulsées par le gouvernement. Et donc, nous sommes emparés en fait de cette question institutionnelle et d'exercice des compétences et des politiques publiques à l'échelle d'un territoire comme le nôtre pour renverser la table, puisque c'est le terme qu'on emploie souvent, en fusionnant la totalité de nos 64 communes, puisqu'à cette époque, il y avait 64 communes,
donc de la plus petite 400 habitants à la plus importante 8000 habitants, et les fusionner à l'échelle des communautés de communes historiques pour se constituer en communes nouvelles. Ce qui fait qu'au moment où je vous parle, il n'y a plus que 6 communes sur le territoire des Mauges, de taille importante, puisque ces 6 communes sont des communes rurales. C'est assez curieux de dire ça, mais ce sont toujours des communes rurales. Et dans le même temps, puisque c'était le même projet porté par les élus du territoire, nous avons donc créé une communauté d'agglomération donc de 121 000 habitants aujourd'hui, qui est en fait une communauté d'agglomération importante, la deuxième du département, la quatrième des Pays de la Loire, et qui plus est positionnée dans une partie de la région et du Grand Ouest très dynamique, donc au sud de Nantes, mais dans le bassin économique du sud nantais, de la Vendée également, qui est effectivement très dynamique. Donc une superficie de 1315 km². On parle pour le territoire 9000 entreprises, 44 000 emplois. Donc tout ça pour dire que institutionnellement, nous avons renversé la table. En revanche, notre ADN est toujours le même. Et c'est d'ailleurs celui qui nous a emporté pour faire cette réforme institutionnelle, c'est celui du collectif. C'est vraiment de la première valeur qui est cultivée ici dans les Mauges depuis toujours, entre les différents acteurs, que ce soit des acteurs économiques, associatifs, ceux de l'agriculture qui depuis très longtemps ont choisi de coopérer sur un territoire donc très fortement marqué par l'agriculture et en particulier par l'élevage, qui fait qu'on n'a pas de très grandes exploitations, des petites exploitations qui étaient d'abord familiales, puis qui aujourd'hui sont groupées donc avec des organisations à plusieurs associés, et donc qui marquent vraiment un territoire très dynamique sur le plan économique en général et agricole en particulier. C'est d'ailleurs l'agriculture la première activité économique du territoire. Donc vous le voyez, en fait, nous avons cette force du collectif qui nous invite à engager, en fait, à nous engager dans les différentes politiques, à l'attention du territoire, et ce collectif, c'est notre principale force qui fait que effectivement on peut réformer un territoire. C'est assez atypique parce que il y a toujours cette volonté de faire ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire vraiment très sommairement. Alors toujours dans l'idée du faire ensemble, ça aussi c'est donc une force qui nous a animés pour élaborer, valider, approuver ce PCAET. Donc le PCAET, c'est pas celui de l'agglo, hein, c'est bien celui d'un territoire. Et à chaque fois qu'on porte des actions sur le territoire, elles sont portées par tous les acteurs. Je l'ai dit, hein, économiques, associatifs ou évidemment politiques, les élus. Mais à chaque fois, ce sont tous les acteurs qui s'associent dans les démarches le plus innovantes possible et qui nous ont conduits à valider un PCAET. Donc je ne vais pas reprendre toutes les actions parce qu'elles sont assez représentatives de ce que font beaucoup de territoires. Mais effectivement en s'engageant dans un objectif d'être territoire à énergie positive en 2050. Et quand on dit s'engager dans le territoire des Mauges, c'est vraiment s'engager. C'est-à-dire on ne regarde pas les trains passés, mais au contraire, on s'empare vraiment de manière très, très volontariste dans ces différents sujets. Et je pourrais commencer par celui des énergies renouvelables, puisque donc dans cette même dynamique de la transformation institutionnelle, nous avons souhaité en fait je dirais enrichir notre boîte à outils, mais boîte à outils au sens action, au sens agir. Et donc aussitôt créé la communauté d'agglomération, on a créé une SEM, une société d'économie mixte, qui s'appelle Mauges Énergie, avec un objectif, c'est d'accélérer la production d'énergie renouvelable sur le territoire des Mauges, donc à l'échelle de la communauté d'agglomération. Donc ça encore, c'est assez atypique que ce soit un EPCI qui s'empare d'un sujet comme celui-là. En général, les systèmes sont le plus souvent départementales ou régionales. Mais on avait vraiment la volonté d'agir et d'être acteur sur ces questions de production d'énergie renouvelable. Et le deuxième objectif, c'était que les retombées économiques de cette production d'énergie renouvelable restent fixées sur le territoire. Et bien souvent, la plupart des grands projets, je pense à des projets éoliens ou photovoltaïques, sont conduits par des très gros investisseurs, nationaux ou internationaux, parfois même des fonds de pension, qui viennent effectivement faire du business sur les territoires,
mais dont les retombées, au-delà de quelques taxes ou loyers qui sont versés de ci, de là aux propriétaires ou aux communes qui les hébergent, les retombées économiques retournent aux investisseurs, donc effectivement aux actionnaires en fait de ces organismes. Et donc notre volonté à nous, c'était de fixer sur le territoire les retombées économiques. Donc à la fois accélération de la production d'énergie renouvelable et en même temps de fixer sur le territoire. Ce qui fait qu'on a là aussi tordu le bras aux investisseurs qui étaient présents ou qui étaient en phase de développement sur le territoire pour imposer dans le modèle un actionnariat à au moins 51% détenu par le territoire. Et quand je dis le territoire, c'est au sens large, c'est collectivités locales, citoyens, au travers d'associations locales créées à l'occasion, entreprises locales. Mais toujours cette volonté de fixer et donc également de détenir la majorité de la gouvernance de ces projets sur l'ensemble du territoire. Donc, ce qui nous a amené effectivement à nous investir sur des très grands projets de production d'énergie renouvelable. Et nous sommes toujours un des acteurs majeurs de cette question. Quand Dimitri jette un regard sur moi, c'est qu'il faut que j'accélère, c'est ça? Non, c'est plutôt pas mal là, ça va, pas de pression. Et ensuite, donc, on a effectivement essayé tenté, mais je crois réussi, de mener beaucoup d'actions avec toujours un objectif de décloisonner. C'est-à-dire que on se rend compte que porter des actions dans un couloir, effectivement, ça permet de réunir les meilleurs spécialistes sur le sujet. Mais comme tout est en interaction sur un territoire, on oublie finalement toutes les conséquences des actions qu'on pourrait mener qui, en tant que telles, dans un laboratoire, sont idéales et même exceptionnelles, mais à l'échelle du territoire et de la réalité du terrain, sont peu réalistes et ont même parfois des effets qui ne sont pas du tout ceux qui sont escomptés par le projet. Et donc, là encore, la force et du collectif et du fait de vouloir associer tous les acteurs, mais également de l'organisation institutionnelle qui fait que autour de la table, il n'y a que 6 maires et il n'y a qu'un président d'agglo qui est lui-même un des 6 maires, fait qu'on peut décider très vite et on peut décloisonner pour porter les projets de manière la plus transversale. À chaque fois, c'est notre préoccupation aussi, c'est que ce soit très transverse, parce qu'on voit bien que tout se tient en réalité. Dès qu'on parle d'aménagement, on va parler de logement. Dès qu'on va parler de logement, on va parler d'énergie, on va parler de mobilité. Et donc, on voit bien qu'en menant tous ces sujets de front et en les menant justement donc par cette nouvelle organisation territoriale et par la communauté d'agglomération qui est vraiment la grosse locomotive du dispositif, eh bien on est beaucoup plus pertinent et on mesure déjà d'ailleurs par rapport aux objectifs qu'on s'était donnés sur ce PCAET tous les effets sur le territoire qui étaient les objectifs encore une fois visés et qui sont atteints alors pas ceux de 2050 encore, bien évidemment, mais qui sont atteints grâce à toutes ces actions et surtout la façon dont on porte les projets sur le territoire. Donc, du coup, ce qu'on vous propose maintenant, là, c'est justement la façon dont on porte les projets et on va illustrer un peu par type d'acteurs les coopérations qu'on peut mener. Voilà, on va pas aller au fond des thématiques de chaque axe, parce qu'en plus, c'est des choses, comme l'a dit Chonk, qui sont portées dans toutes les collectivités, mais on va plutôt s'interroger, et vous donner quelques exemples à chaque fois sur la manière dont on essaye de coopérer avec les acteurs du territoire, sans rentrer à fond dans le sujet. Si on est dispo pour des questions, et surtout, l'idée, c'est de venir nous voir au mois de septembre au Rencontre Pose pour pouvoir, soit dans le cadre de visites, d'ateliers, de pouvoir aller un peu plus loin dans le sujet. Donc, comment on collabore déjà avec hop là, je vais aller un peu vite, avec les acteurs du territoire. En premier lieu, c'est les communes. Effectivement, on n'a que 6 communes. Un des gros points du plan climat, c'était comment on implique bien les communes dans le plan climat. Moi, quand je suis allé les voir la première fois que j'ai présenté le plan climat, la question que j'avais à chaque conseil municipal, c'est comment nous, en tant que commune, on s'empare du sujet et on s'implique.
Et pour ça, on est partis tous ensemble, donc les 6 communes plus Moche Communauté, dans la démarche territoire engagé en transition écologique, le label de l'ADEME. Et ce qui fait qu'on porte tous les sujets en même temps. Il y a une même structuration, il y a une même cohérence. On a un chargé de mission et un élu référent dans chaque collectivité. On est accompagné par un groupement de conseillers. Et on porte plusieurs actions en commun. On a aussi constitué des réseaux thématiques sur les schémas directeurs immobiliers, sur la mobilité. On travaille aussi ensemble sur la sensibilisation. On a créé la Mauge Academy, qui est un programme trimestriel de sensibilisation de l'ensemble des agents et des élus. On mixe les deux. Et on a aussi, on peut le voir, vous avez pu voir le logo Osons l'énergie positive. Eh ben, c'est une communication mutualisée qui est utilisée par Moche Communauté, par les communes, pour tout ce qui touche à la transition écologique. Et sur les 7 collectivités qui ont été labellisées 2 étoiles, puisqu'on a commencé en 2021, aux assises de l'énergie. Et du coup, nous, on se réunit aussi en tant que chargé de mission. Tous les 15 jours, on se réunit, on porte des sujets en commun. On a eu une réunion ce matin, on a parlé de l'organisation des rencontres TEPOS et puis aussi de programmes de sensibilisation dans les écoles. Donc, c'est quelque chose qui est bien porté au niveau des communes. On essaye aussi de coopérer avec les assos et les habitants du territoire. On communique classiquement et on travaille, on sensibilise les habitants, mais on a voulu aussi beaucoup utiliser les acteurs du territoire pour porter les sujets de transition écologique. Et là, comme l'a dit le président tout à l'heure, on travaille aussi beaucoup en transversal. Donc, plutôt que de mener un petit appel à projet au niveau du service déchets ou au niveau du service économie circulaire, et moi, mon petit appel à projet dans le plan climat, ben, on a un peu mélangé tous nos objectifs et on a lancé un appel à projet pour les assos, pour les chambres consulaires aussi et les établissements scolaires. Sur l'ensemble du territoire, avec un programme, enfin un budget assez important, puisqu'il est de 400 millions sur 2 ans. Et du coup, on a fait, là on est rendu à notre 2e appel à projet. Et sur la première période, on a soutenu une trentaine de projets, donc ça pouvait aller aussi jusqu'à 30 000 euros. L'intérêt en fait de ce type de démarche, c'est que du coup, on est vraiment en phase avec ce que font les acteurs sur le terrain. C'est pas nous, il n'y a pas une démarche descendante, mais c'est plutôt quelque chose d'horizontal. C'est eux qui nous proposent des sujets. Nous, on dit on veut bosser sur ces thématiques-là, proposez-nous des choses, et après on finance, pas toujours dans ce qu'ils ont demandé initialement, mais on trouve toujours un compromis. Et on oblige aussi les acteurs à se participer à une journée collective tous les ans. Et ça permet de constituer un vrai réseau, parce qu'on a un territoire assez large, mais des synergies déjà qui se créent entre les assos. Donc, moi, je ne veux pas m'étendre trop sur cet appel à projet pour avoir des questions, mais voilà, 2-3 photos pour voir le côté synergie et collectif et des exemples. Alors, je ne vais pas tout lister, hein, d'autant qu'on a 30 nouvelles, puisqu'on a validé des 30 nouveaux lauréats pour 2 ans au Conseil communautaire du mois de mai. Mais en gros, des actions de sensibilisation, des actions autour de la prévention des déchets, autour de l'économie circulaire, prévention des déchets, je l'ai dit. Voilà, des projets concrets portés par une trentaine d'acteurs du territoire. Et cette année, il y en a qu'on accompagne dans la continuité. Il y a aussi beaucoup de nouveaux projets. Et ce qu'on a beaucoup là cette année, c'est plus de projets sur la mobilité. Les assos du territoire se structurent beaucoup autour de la mobilité. En milieu rural, c'est plutôt compliqué.
Mais vous pourrez aller les rencontrer au mois de septembre, puisqu'il y a des ateliers et même des visites de prévues. Voilà rapidement pour le partage avec les assos au moment de appel à projet. On a aussi un événement tous les ans qui s'appelle Changer d'air, qui est une action de sensibilisation qui est un peu particulière, c'est-à-dire que dans Changer d'air, eh ben, on change, on n'a pas une date fixe et un lieu fixe. On se déplace sur toutes les du territoire, on change de lieu, on change de date, et surtout, on essaye de s'associer avec un acteur du territoire. Donc là, c'est un événement qu'on avait fait dans le cadre du SCOT, autour de habiter et se déplacer dans les Mauges en 2050. Donc, des choses assez classiques, hein, avec des ateliers, des démonstrations avec différents partenaires du territoire. Là, on avait lancé le défi aussi déclic sur les économies d'énergie et économies d'eau. Et puis là, hop, décalage dans le diaporama, mais c'est des photos d'octobre dernier où on s'était associé à une fête locale qui est le marché des cucurbitacées qui réunit 7000 personnes quand même, hein, sur un week-end, tous les ans. Et donc, on s'était dit, voilà, nous, on va plutôt aller sensibiliser les acteurs, mais on ne veut pas sensibiliser déjà un public d'initiés, mais on veut aller vers les gens. Et donc, voilà, on a différents ateliers. On a créé un escape game aussi autour des scénarios de l'ADEME, des actions de sensibilisation sur la mobilité. Et on avait fait une thématique sur l'alimentation santé, où on avait travaillé aussi avec nos collègues de l'agriculture alimentation et aussi de la santé. Voilà pour deux exemples concrets, comment on essaye de mobiliser les assos et les habitants. Maintenant, comment on travaille, on coopère avec les agriculteurs. On a croisé en fait nos objectifs avec la commission agriculture et alimentation. Et pareil, on voulait accompagner les acteurs du territoire, parce que les agriculteurs sont dans les premiers impactés par le changement climatique. Ils ont aussi, comme on est un territoire d'élevage, avec le méthane, c'est aussi une bonne partie de nos émissions de gaz à effet de serre. Et surtout, ils ont un rôle primordial dans le stockage de carbone, puisque nous, on a peu de forêts sur le territoire. Par contre, on a des prairies, on a des haies. Et donc, on a copié en fait le même système d'appel à projet qu'on avait fait avec les assos. Et là, pour les porteurs de projets, donc les chambres consulaires, mais aussi les assos, on a un budget qui a été alloué donc, sur 3 ans. Là, on a accompagné 10 projets pour 355 000 €, donc autour d'actions de stockage de carbone. On a un dispositif qui s'appelle Carbon Rouge, dont l'objectif est de créer un marché local du carbone. En fait, c'est dans le cadre dans le label carbone du ministère, où en fait on certifie que, avec un parcours d'accompagnement technique, l'agriculteur peut en gros vendre le stock de CO2 additionnel grâce à la bonne gestion des haies à des entreprises locales. Donc on a déjà un marché là qui a commencé. On travaille aussi avec des assos comme Bleu Blanc Cœur ou sur le dispositif écométhane pour réduire les émissions de gaz à effet de serre pour les vaches laitières. On travaille aussi sur le maintien des prairies, sur le travail sur la biodiversité au niveau des coteaux, sur différents projets aussi autour de l'agriculture de conservation des sols. Voilà, pareil, plusieurs sujets. J'ai listé un peu les différents types d'agriculture qu'on accompagne, que ce soit le CIVAM, la Chambre d'agriculture, le CPIE aussi qui organise des conférences, notamment la venue de Serge Jacquat qui avait réuni beaucoup de monde à Mopro. Et là, pareil, on essaye de mettre autour de la table les différents acteurs pour qu'ils travaillent en coopération. Voilà un exemple de ce qu'on fait pour les agriculteurs, mais il y a aussi beaucoup d'actions qui sont portées directement par... On a un service agriculture, alimentation, et notamment, on travaille actuellement sur la création d'une plateforme logistique pour faire le lien entre
de producteurs locaux et la restauration collective, puisque si je me trompe pas, les 6 communes se sont engagées à commander auprès de ces plateformes locales. Un autre exemple, je vais assez rapidement, on ne va pas au fond des sujets, mais c'est juste pour illustrer les coopérations avec les entreprises. On a lancé il y a 2 ans un parcours assez singulier et particulier, pareil sur du collectif, où en fait on s'est associé. Il y a une association qui s'appelle Mission Change qui regroupe plusieurs spécialistes de décarbonation en entreprise, mais pas que, tout ce qui tourne aussi autour de l'économie circulaire. Et donc, on a 7 à 8 entreprises qu'on accompagne, qui sont réparties sur le territoire, donc plutôt des PME, et notamment beaucoup d'entreprises qui sont autour du bâtiment, que ce soit des maçons, avec une trentaine de salariés au minimum, la métallerie, la menuiserie, et tout le monde dans la volonté de comment je fais pour décarboner mes activités. Et donc là, ça ne s'arrête pas à un simple bilan carbone. Il y a un premier bilan carbone qui est fait. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu 4 journées collectives, donc avec une cinquantaine de personnes, donc des différentes entreprises. Et là, il y a eu des ateliers de sensibilisation, des ateliers où on a travaillé sur le modèle économique de l'entreprise, sur des parcours. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus efficace une démarche collective parce que il y a beaucoup d'échanges d'expériences et surtout, on se sent, voilà, on fait le lien aussi, nous, entre les objectifs du territoire et les objectifs des entreprises. Ouais, c'est hyper intéressant. Et là, on va clôturer ce premier parcours début juillet et recruter des nouvelles entreprises. C'est un temps quand même, il y a un temps elles sont un gros, beaucoup de journées d'implication. Enfin, il y a une vraie implication de l'entreprise et on voit qu'il y a beaucoup de changements, notamment dans leur perspective d'évolution entre le premier jour et là maintenant, si on les intègre. Donc voilà un peu l'essentiel du parcours. Je ne vais pas détailler plus que ça. Après, nous, c'est pareil. C'est pas nous qui contactons directement les entreprises. On travaille en étroit partenariat avec notre service développement économique. Et puis, on porte, là, nous, on est engagé dans la démarche territoire engagé de l'ADEME sur le volet climat et énergie, mais on est aussi engagé sur le volet économie circulaire. On a un plan économie circulaire. On a un tiers-lieu autour de l'économie circulaire qui s'appelle Synergie, que vous pourrez avoir l'occasion de visiter, qui commence à être bien repéré par les acteurs économiques du territoire et qui est un lieu aussi pour sensibiliser, pour se former et puis pour innover. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses sur les entreprises et Synergie. Alors sur les entreprises, sur Synergie et aussi toutes les actions qui ont été présentées par Dimitri juste avant, en fait, ça démontre le fait que on avance avec les différents acteurs ensemble. C'est-à-dire, on n'oublie pas un pan du territoire, on avance tous ensemble. Ça a beaucoup plus de sens. Les choses, comme je le disais, les sujets se tiennent les uns aux autres. Il y a beaucoup d'interactions entre ces différentes thématiques. Et les acteurs eux-mêmes se sentent touchés par les actions qu'on peut porter. Alors, à titre évidemment professionnel lorsqu'il s'agit d'un chef d'entreprise, mais qui ignore pas qu'on soit engagé aussi au travers d'une association dont il est membre, ou quelqu'un de proche de lui, ou même un de ses collaborateurs, quelqu'un de son entreprise, qui est lui-même très engagé sur une de nos actions. Donc le fait qu'on y aille de manière très transverse, en mobilisant tous les acteurs en même temps, ça a beaucoup plus et de pertinence et surtout d'impact, puisque les effets sont là. Et donc ça inspire une démarche transverse de territoire. Du coup, là, ça fait vraiment sens au sens territorial, avec toutes ces différentes facettes thématiques. Mais le fait d'avancer ensemble, ça peut paraître plus complexe, mais en fait, si on mobilise tous les acteurs, c'est en même temps plus cohérent
ça a plus de sens et puis je vous cache pas qu'en tant qu'élu, en même temps, beaucoup plus intéressant d'ailleurs. Donc c'est important. Alors synergie, il y aura donc des visites qui seront proposées fin septembre. Donc dépêchez-vous parce que je pense que, enfin voilà, je vous recommande vraiment la visite de site qui est assez étonnant en soi, qui est encore en cours de réflexion. Hein. Il n'est pas voilà, mais on a posé un certain nombre de briques qui sont déjà très très intéressantes et qui méritent d'être montrées, qu'on donne à voir en fait ce site assez atypique encore. Et puis avec au cœur du site donc justement l'économie circulaire, qui est devenu un sujet qui intéresse, mais qui intéresse nos concitoyens, qui intéresse toutes les entreprises aujourd'hui, et qui sont d'abord surprises par le lieu, et puis ensuite sont très vite en mode action, avec tout de suite des demandes pour voilà, revenir avec leurs collaborateurs, être eux-mêmes donc à l'action, inspirés par le beau site de Synergie. Mais je vous dis pas tout, il faut venir le voir fin septembre. Voilà. Un autre exemple de coopération qu'on avait évoqué tout à l'heure, c'était la création de la SEM Moj'Energie, qu'on a évoqué. Voilà, alors j'en ai parlé très rapidement. Donc c'est une SEM qui a été créée assez rapidement. Il y avait une SEM départementale, mais qui n'était pas très active. Donc on a décidé de créer notre propre SEM, qui est aujourd'hui donc détenue à 80% par la communauté d'agglo et à 20% par donc la Caisse des dépôts et donc la SEM départementale, qui pour le coup, comme quoi l'effet d'entraînement s'est réveillé. Et aujourd'hui est plutôt active. Donc il y a en fait une prise de participation croisée entre nos deux SEM. Et donc l'important étant qu'effectivement on soit le plus dynamique possible et qu'on puisse provoquer cet effet levier sur les différents projets du territoire. Donc on décrit ici quelques parcs dans lesquels on est actionnaire avec donc des projets importants. Quand il s'agit de parcs éoliens, c'est des investissements très très conséquents. Ou solaire sur certains sites. Et puis, je crois qu'il y a une diapo. On s'est engagé également sur une station bio-GNV. Alors, toujours dans un format qui ressemble bien au territoire, c'est-à-dire que une participation des acteurs du territoire, donc privé-public, et donc en fait trois collèges. Un collège public, donc les collectivités, puis également le syndicat départemental d'énergie qui est dans le dispositif, et un collège privé des entreprises qui vont être les consommateurs, les clients de la station, donc principalement des transporteurs. Et également le groupe ERAM qui est pour partie transporteur, mais surtout un des clients de ces transporteurs, mais qui est une grosse entreprise du territoire des Mauges. Et puis le troisième collège, c'est celui des producteurs, des agriculteurs producteurs. Qui sont constitués en collège. Donc on voit bien les trois pieds de ce trépied, c'est collectivité, client, mais aussi producteur. Et ce qui est très intéressant au travers de ce projet, c'est qu'on voit que là encore on fait sens et on fait territoire, puisque tous les acteurs concernés sont autour de la table, et que s'agissant de la distribution de bio-GNV, on a une station, donc voilà, avec un projet de deuxième station à terme sur le territoire. Et puis aussi, du coup, en fait, comme tout modèle économique, c'est une instance qui doit déterminer le prix de vente, par exemple. Donc là, il n'y a pas un pétrolier ou une firme nationale ou internationale au-dessus qui décide du prix. C'est le collectif qui se met autour de la table et qui décide, en fait, du prix qui sera celui fixé à la pompe. Donc là encore, même en termes de société, là, très locale sur le territoire, ça a tout son sens que de ne pas être justement contraint à la fluctuation des marchés internationaux. On est sur un marché local, de production locale, de consommation locale, avec des acteurs locaux, y compris les collectivités complètement associées. Alors le modèle est pas simple à établir, je ne vous cache pas que c'est le début, mais pour autant, là encore sur cet exemple, ça donne tout son sens à ce modèle. Voilà, pour compléter, on vous a rajouté, c'est juste à titre indicatif, un peu tous les acteurs qui sont impliqués dans les énergies renouvelables, à savoir qu'on a 6 communes, comme on a dit au début. On a
6 associations, 6 collectifs qui travaillent autour des énergies citoyennes. Voilà, des fois, on a plutôt des collectifs anti-éoliens. Bah là, c'est plutôt des collectifs pro-énergie citoyenne. Donc, il y en a un sur chaque commune. Ils sont pas tous au même degré de maturité. Sur Auray d'Anjou, là, on a Énergie citoyenne Lorraine qui a été créée l'année dernière. Et sinon, on a des acteurs plus historiques qui gèrent déjà, qui sont déjà impliqués dans 2 parcs éoliens à Touvent ou Eclem aussi sur Meaux-sur-Var, qui travaillent avec nous sur le parc photovoltaïque, un parc photovoltaïque ou des projets d'énergie renouvelable plus globaux. Et ce qu'il faut souligner aussi peut-être, c'est que les plus vieilles assos, donc Eclem et Atouvent, qui sont partis dans la transition écologique via les énergies renouvelables, travaillent maintenant sur d'autres pans de la transition énergétique, à savoir la mobilité, par exemple, pour Atouvent, avec de l'autopartage ou tout ce qui est la politique vélo, mobilité douce, et Eclem est sur un projet d'éco-rénovation d'un bâtiment. Donc voilà, on voit que ça qui développent, ils ne sont pas restés que l'énergie renouvelable. Et puis, ben voilà, on a Moche BioGNV, les collectifs aussi d'agriculteurs qui sont bien présents sur le territoire. Juste pour terminer, je ne sais pas du tout comment on est dans le temps, mais Anne, je pense que tu nous aurais interrompu si jamais on avait débordé. Voilà, pour illustrer un peu comment on a présenté très succinctement par des exemples, comment on collabore avec les communes, comment on collabore avec les entreprises, avec les agriculteurs, avec les assos et les habitants. Alors voilà, dans le cadre de nos plans, en fait, on a la volonté, on n'a pas voulu faire un suivi qui soit trop un peu linéaire ou classique, où on présentait chacun à notre tour où on était dans le plan d'action. Mais on a fait le choix. Donc là, vous avez un peu voilà, quoi ressemble Synergie, donc une grande ville. Ouais, non, mais il ne faut pas tout dévoiler. Hein. Voilà, bah, c'est des petites photos, là, faut bien un peu, quand même, leur donner un peu d'exclusivité. Et donc, on avait mis, c'est ça qui était vraiment intéressant, et c'est bien de terminer là-dessus, parce que c'est vraiment la caractéristique du territoire. On a mis littéralement tout le monde autour de la table en mode un peu banquet de mariage. Et en fait, on avait des tables très, très variées avec, sur la même table, on avait un chef d'entreprise, le responsable d'une association, un élu, un agent de collectivité. On avait aussi des étudiants, on avait collaboré avec des Master 2. Donc, en fait, on avait tous ceux qui étaient impliqués dans les plans d'action transition écologique, donc le plan climat, mais aussi le plan économie circulaire ou le plan de prévention des déchets. On avait fait ça de façon un peu dynamique, en mode un peu quiz, voilà, où chacun devait aller piocher des réponses sur les actions qu'on menait, et après on était un peu en équipe par table, et il y avait aussi des témoignages. Là, c'est Tony Cognier qui travaille par exemple avec son asso sur l'agriculture de conservation des sols. Donc, c'était un vrai temps d'échange, vraiment de transversalité, où tous les acteurs du territoire ont pu échanger ensemble. Voilà, on vous a présenté les grandes lignes, alors pas forcément de ce qu'il y aura aux rencontres TEPOS, mais un peu quand même, mais surtout sur un peu la philosophie en fait du territoire, et surtout la façon dont on essaye de travailler. Je vais ajouter un mot puisqu'on termine sur ces diapos, je pense que ça traduit bien l'esprit qui est le nôtre, toujours le collectif. Et on voyait sur une carte avec les différentes associations impliquées sur les sujets autour des énergies renouvelables. Cette force, on l'a depuis toujours au travers de notre organisation territoriale, parce que même si on a fusionné à l'échelle de communes qui sont devenues importantes, la mienne, dont je suis maire, c'est 26 000 habitants. En fait, ça cache la réalité. La réalité, c'est qu'il y a 64 communes historiques, et même si j'allais plus loin, beaucoup plus de paroisses, puisque c'est quand même ce qu'a dessiné le territoire. Et de par cette structuration, en fait, ce maillage et même cette densité, en fait, beaucoup des habitants sont engagés.
le terme engagement, c'est pas un gros mot. On est vraiment engagé, contrairement à peut-être des milieux urbains, on est un peu plus consommateur. En milieu rural, les gens sont très engagés d'abord dans le tissu associatif. On a des milliers d'associations sur le territoire et donc dans des domaines très, très différents. Et du coup, il y a bien toujours, en fait, dans notre ADN, cette volonté que de s'engager bénévolement au service de ses concitoyens sur des sujets très divers, et en particulier depuis quelque temps sur les sujets de la transition écologique, et encore une fois de manière décloisonnée, puisque les agriculteurs en sont. Et c'est pas, ça oppose pas d'ailleurs les différents acteurs, au contraire, ça les rassemble sur des sujets qui font débat, mais à chaque fois avec la volonté d'être en mouvement. Et ces lieux, hein, citoyens, acteurs associatifs, acteurs économiques et élus, sont, à l'image des photos qu'on a vues, vraiment très, très prolifiques. Et à chaque fois, il n'y a pas de posture, il n'y a pas de... Voilà, c'est toujours la volonté de débattre, de faire consensus pour avancer. Voilà. C'est un territoire qui bouge, qui avance et qui fait rapidement consensus à partir du moment où il y a un intérêt général. Merci beaucoup, messieurs. C'était vraiment très, très intéressant. Moi, j'ai plein de questions, mais l'idée, c'est plutôt de prendre les questions des personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, je vous invite. Alors, peut-être que tu peux arrêter ton Ouais. partage Oui, d'écran, pardon. La Dimitri. caméra. Comme ça, si vous avez des questions, on n'est pas très nombreux. Je vous inviterai à ouvrir votre caméra et à la poser en direct, si vous le souhaitez. Est-ce que... Oui, allez-y. Oui, Et si vous pouvez vous bonjour. présenter, s'il vous Ouais. plaît, oui, pour commencer. Ouais. Bonjour, donc Anthony Plassans, je suis avec François Papin aussi, mon responsable. On est au niveau du service développement durable pour la communauté de communes du Pays des Herbiers, donc en Vendée. Ah, les Moi, voisins. c'est ça. Moi, j'avais plutôt une question, puisque je suis sur la partie alimentaire, sur la plateforme que vous avez évoquée rapidement, puisqu'on est engagé dans une démarche un petit peu similaire. Je voulais savoir si vous pouviez en dire quelques mots de plus, notamment sur la façon dont vous avez construit le projet. Est-ce que c'est un projet uniquement en interne ou avec l'appui de partenaires plus institutionnels comme la Chambre d'agriculture, etc. Et aussi, si vous avez déjà envisagé, voilà, s'il y a d'autres plateformes qui se montent sur d'autres territoires, je mets mes gros sabots, des échanges de produits entre plateformes, justement dans une logique d'optimisation des flux. Alors, cette réflexion est née dans le cadre du PAT, hein, comme vous, j'imagine, un moment où effectivement les acteurs du territoire, dont la Chambre d'agriculture, étaient partie prenante. Et très rapidement, on a identifié que la question du circuit court, qui était une volonté partagée à la fois des producteurs, mais aussi des consommateurs et des collectivités locales, était compliquée à mettre en œuvre, et que peut-être ça aurait du sens que d'imaginer une plateforme territoriale Mauges, donc vraiment avec le drapeau des Mauges flottant sur la plateforme. C'était possible au regard effectivement du territoire, mais qui ressemble à celui des Herbiers, qui est un territoire largement exportateur en produits alimentaires, hein, puisque je crois qu'on nourrirait les 121 000 habitants des Mauges avec 15% de la production actuelle. Donc, c'était vraiment l'idée qu'on pourrait organiser cet approvisionnement en circuit court à une échelle locale, avec donc une première marche qui serait celle de la restauration collective, parce que quelque part, c'est un marché captif, finalement, c'est le nôtre, celui des communes, hein, donc on va parler restauration scolaire, EHPAD, résidences diverses et variées, faire des propositions, donc département-région pour collèges et lycées, pour l'élargir, et puis ensuite aller plus loin, donc vers la restauration privée. Et ensuite, donc à chaque fois on monte des marches, hein, et ensuite s'ouvrir à des territoires voisins, dans des logiques effectivement de complémentarité, de coopération. Et d'ailleurs, depuis le début de la réflexion, la métropole nantaise s'est montrée intéressée. Donc cette fois-ci plutôt en tant que cliente en fait de la plateforme. Et donc on les a reçus à plusieurs reprises
Donc, il n'y a rien de concret. Hein. Et d'ailleurs, on va d'ailleurs travailler sur un modèle local, donc d'approvisionnement local, avant que d'imaginer des coopérations vers une métropole. Mais voilà comment le projet est né, comment il est en train de se constituer. Ce qu'on souhaite, alors c'est l'agglo qui porte aujourd'hui, mais ce qu'on souhaite, c'est créer une structure qui serait donc ouverte dans sa gouvernance aux acteurs. Et les acteurs, c'est les producteurs. Parce que, en fait, je ne l'ai pas dit, mais on a deux objectifs pour cette plateforme. Un, c'est qu'on garantisse un prix rémunérateur à nos producteurs. Donc, c'est un objectif qu'on assume. Et deux, qu'on approvisionne toutes nos restaurations collectives avec des produits locaux, à 100%. Et là, j'ai bien dit volontairement que le prix pour les collectivités, c'est pas d'avoir le prix le plus bas possible pour les collectivités. J'ai pas dit ça. J'ai dit garantir un approvisionnement à 100% avec des produits locaux et s'assurer évidemment que le prix soit un prix de marché. Voilà, de telle façon à ce que on ait aussi un modèle économique qui soit viable. Et ça, c'est ce qu'on est en train d'élaborer. En fait, le modèle économique qu'on est en train de constituer, c'est celui-là. Ça veut dire que dans la gouvernance, on met les producteurs. Et en fait, le modèle envisagé, qui n'est pas complètement arrêté, ce serait une SIC. Ils ont une SIC aussi. Est-ce que ça répond à vos questions? Votre micro est coupé. Votre micro est coupé. On ne vous entend pas. Non, il n'est pas coupé. Non, il n'est pas coupé. C'est bon. Ça, c'est bon. Non, mais je disais juste qu'en privé, on aura peut-être l'occasion d'en échanger, puisque nous, effectivement, on est dans le même type de démarche et on s'oriente effectivement sur une SIC. On a effectué tout ce travail-là. On a effectivement les producteurs dans la gouvernance pour un lancement prévu prochainement. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus en privé si besoin. Merci. Non, au contraire, grand plaisir. Et je connais bien votre territoire et votre maire. Ok, bon, ben, parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la question et la réponse. Est-ce qu'on a d'autres questions dans les participants? Bon, alors moi j'en ai une, en tout cas en attendant, peut-être que ça pourra faire réfléchir les participants. Monsieur Huchon, vous avez très bien présenté hein, la logique de partage de la valeur dans les énergies renouvelables. Je sais que c'est une grande question hein, pour plusieurs territoires en France, cette volonté d'implication dans les projets d'énergie renouvelable, mais que le dialogue n'est pas toujours évident. Je voulais savoir, vous, si vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience sur l'ouverture du dialogue que vous avez eu d'abord avec les promoteurs d'énergie renouvelable pour leur faire comprendre votre volonté d'implication dans le capital des projets, enfin votre exigence d'implication dans le capital, mais aussi avec les citoyens en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui a été assez fluide ou est-ce qu'il y a eu des accrochages et qu'il a fallu être assez fin dans le dialogue pour le développement de ces projets-là? Alors, c'est complexe. En réalité, c'est complexe. Alors, si je prends déjà la première partie des personnes que vous citez, donc les investisseurs ou les développeurs, bon, là, c'est assez. Là, pour le coup, c'est pas complexe du tout, puisqu'on est dans un vrai rapport de force. Et ce qui anime ces personnes-là ou ces investisseurs, c'est l'argent. Et donc, ça finit toujours autour d'une question d'argent. Et à nous, en fait, d'actionner tous les leviers qui sont à notre portée pour justement être dans un vrai rapport de force et imposer celle du territoire. Donc, c'est compliqué au sens où, effectivement, il faut identifier ces leviers. Il en existe, mais à un moment donné, ça se durcit. Et c'est pas juste le sourire du président qui suffit pour ces personnes-là. Donc, c'est compliqué, ce d'autant plus que notre posture, elle est récente. Hein. Nous, la communauté d'agglo, elle a moins de 10 ans. Et évidemment, tous ces acteurs n'ont pas l'habitude de ce rapport de force sur les territoires, en tout cas pas sur tous les territoires. Et en général, c'est assez facile pour eux de déployer sur les territoires parce que, en fait, une promesse faite aux propriétaires fonciers, une promesse faite aux maires au travers de la redevance, et tout le monde est pleinement satisfait
d'un projet qui va être déployé. Bon, je mets de côté tous les problématiques qui peuvent être liées au paysage, à l'acceptation, etc., parce que là, bien sûr, ça fait débat, notamment sur l'éolien. Donc, pour cette première catégorie, bah, c'est juste une question de rapport de force et au final d'argent. Et donc, c'est là où c'est important aussi de parler d'une seule voix. Donc, le fait d'avoir un territoire soudé au travers de notre organisation institutionnelle fait qu'on peut effectivement parler d'une seule voix sur un territoire qui est vaste. Pour les citoyens, c'est un peu différent parce que selon l'histoire en fait de ces différentes communes, il y a plus ou moins de maturité autour de ces projets. Et il y a des secteurs où les citoyens considèrent que la collectivité ça concerne pas ça ne doit pas concerner la collectivité. Alors si, ça peut concerner la collectivité juste pour cautionner le projet, mais en tout cas pas forcément être actionnaire du projet. Alors là, on entre dans un autre débat que je ne vais pas ouvrir ce matin, qui est que quand on est élu, on ne serait plus citoyen. Alors là, je suis prêt à en débattre avec vous. Moi, ça me pose vraiment problème. Mais effectivement, il y a une petite musique de fond de défiance de certains mouvements vis-à-vis de la politique en général et donc des élus qui la représentent. Alors que je crois que sur notre territoire, la plupart des élus qui sont en responsabilité aujourd'hui ont eu justement la plupart du temps un parcours associatif, sont impliqués de manière très bénévole et volontaire sur leur commune et puis sont amenés à prendre des responsabilités, mais toujours dans l'intérêt général. Donc voilà, on a ces frictions qui nous ont obligés sur certains projets finalement à pas aller sur la ligne qui était la nôtre plutôt au départ. Voilà. Et je peux même aller jusqu'à dire que sur un projet où il y avait 0 citoyen, il y avait donc un développeur. On est entré en négociation avec le développeur pour justement aller jusqu'au 51%. On était en passe d'y arriver, puis on a souhaité nous impliquer des citoyens. Donc on a animé des réunions publiques pour mobiliser des citoyens. Et finalement, les citoyens sont tellement mobilisés que, en fait, on est sorti complètement du projet et que le projet va être 100% citoyen. Donc, mais parce que dans leur esprit, voilà, ils souhaitaient vraiment que ce soit citoyen. Donc là, dans leur définition, citoyen, qui me pose toujours problème d'ailleurs, parce que je considère être un des citoyens et d'ailleurs le représentant des citoyens. Mais bon, voilà, je mets ça de côté. Donc c'est, je dirais, une petite contrariété vis-à-vis du territoire, mais c'est pas partout comme ça. Dans d'autres projets, on est côte à côte. C'est là où c'est très intéressant. Qu'on soit côte à côte. Moi, mon objectif, c'est qu'on accélère la production d'énergie renouvelable. Et si sur un projet, finalement, on n'arrive pas à être côte à côte et qu'on doit se retirer, mais que le projet aboutit, c'est gagné. Voilà, je considère que c'est comme ça. Et puis, nous, on peut se consacrer à d'autres projets. Donc, oui, c'est compliqué. C'est un autre monde qui est à la fois technique dans la mise en œuvre, financier, parce que c'est des enjeux énormes, mais là encore, qui est très, très intéressant. Super, merci beaucoup. Juste une question en rebond, vu que pour l'instant, personne d'autre ne lève la main, mais en effet, vous avez pas mal de projets d'énergie renouvelable avec des montages qui sont intéressants. Vous avez une idée un petit peu du volume que ça représente en retour financier, en fait, le fait que vous y soyez impliqués, ou est-ce qu'ils sont encore trop jeunes, les projets, pour être capables de Alors, c'est un quantifier peu. ça? Alors, effectivement, c'est récent. On a un plan d'affaires parce qu'on a quand même des financeurs à nos côtés. L'idée, c'est que pour l'instant, on dégage pas de résultats puisqu'on est en début en fait de trajectoire. Mais encore une fois, objectif 1, accélérer la production d'énergie renouvelable et consacrer en fait les retours au territoire. Et les retours, ils sont pour nous, pour la collectivité, mais aussi pour tous les autres actionnaires, dont les citoyens, les entreprises, etc., les associations partenaires. Et on voit déjà des projets où les dividendes sont consacrés à des actions très locales sur, par exemple, des sujets de mobilité. En disant, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre à disposition des véhicules électriques voilà. Donc, là encore, c'est les citoyens qui ont souhaité que les dividendes du projet soient consacrés à des solutions de mobilité à l'attention de leurs concitoyens. Donc, on va bien toujours dans le modèle économie circulaire, en fait. C'est très intéressant. C'est sûr que le fonds de pension ne nous aurait pas reversé ces dividendes pour qu'on fasse l'animation territoriale.
Et Ouais, ouais. concrètement, sur l'appel à projet qu'on a évoqué tout à l'heure, là, Oui. pour les associations, il y avait sur les 200 000 euros, il y avait 50 000 euros qui sont issus des dividendes d'un parc éolien qu'on avait touché en Ouais, tant c'est que. très intéressant parce que ça faisait partie aussi des autres questions que j'avais. Parce que quand on parle de ce que vous faites, nous aussi dans le réseau, et souvent les gens disent bah, mais comment ils font pour avoir 400 000 euros sur 2 ans à reverser, ou le 355 000 sur 3 ans pour les agriculteurs. Je ne sais pas si vous êtes capable de nous expliquer un petit peu où vous allez chercher cet argent pour le reverser justement. Donc là, on a une partie de la réponse, Dimitri, avec finalement les dividendes des projets d'énergie renouvelable. C'est déjà une partie de la réponse. Mais est-ce que vous êtes capable de nous expliquer un petit peu comment vous parvenez à mobiliser cet argent-là au bénéfice direct des acteurs du territoire? Alors, effectivement, là, l'exemple était intéressant des dividendes qu'on a reversés. Et pour une autre partie, ça provient du budget de fonctionnement, du budget principal de l'agglo. Parce que pour nous, c'est de l'investissement local et à effet qui produit ses effets localement. Donc, quelque part, on injecte de l'argent public, mais dans une économie locale pour en tirer une valeur locale. Donc, tout ça ne fait que alimenter un modèle d'économie circulaire territoriale. Et d'ailleurs, on veille aussi à ce que cet argent qu'on redistribue au travers de ces appels à projets, ce soit bien à chaque fois un effet levier. C'est-à-dire qu'on ne veut pas subventionner durablement telle ou telle association, mais à chaque fois, la volonté, c'est l'effet levier. Voilà. Et pour créer en fait un nouveau modèle qui ne serait pas né sans cet appui, et qui, du coup, sera lui-même équilibré en régime de croisière. Donc, c'est pour ça qu'on démultiplie aussi les initiatives dans des thématiques assez différentes pour pas tomber dans la routine de la subvention annuelle. Ah oui, vous êtes vraiment là pour insuffler en fait l'étincelle de base qui est nécessaire pour qu'après ce soit pérenne finalement, et que ce soit pas. Vous n'êtes pas dans la subvention au fonctionnement. Non, non. Très bien. Et d'ailleurs, on s'attache à ce que ce soit pas comme ça. Et voilà. Et une fois l'effet levier produit, bah, on arrête le financement. D'accord, très intéressant. Je vois que quelqu'un lève la main. Je ne vois pas votre nom en entier. Je vous laisserai vous présenter. Oui, bonjour, Samy Guyet, cabinet Résilience-Cité. Moi, je suis conseiller territoire engagé pour le compte de l'ADEME. J'ai eu le plaisir de faire un audit sur votre territoire. Je voulais avoir une précision sur tout ce qui est prévention des déchets verts. Vous avez un réseau d'acteurs intervenant sur le broyage sur site de déchets verts, sur jardinet au naturel. Et c'est un enjeu pour d'autres territoires, notamment en Vendée, que j'accompagne. Comment est-ce que vous avez fait pour constituer ce maillage d'acteurs sur la prévention des déchets verts, et combien de temps ça vous a pris? Alors, Dimitri. Alors, je suis pas. Dans ces grandes lignes, effectivement, on s'est appuyé sur un réseau d'acteurs qui existait la plupart du temps déjà sur le territoire. Réseau associatif qui était engagé sur ces sujets de la transition écologique. Et donc nous, on s'est positionné en tant qu'acteur pour coordonner les actions sur le territoire. Et on a financé pour partie en fait les matériels. Je pense à des broyeurs, à des systèmes qui ont été mis à disposition des associations que nous on a financés. Mais toujours dans l'idée que ce soit ces associations qui constituent un véritable réseau sur le territoire, soient en première ligne sur des actions de quartier, donc organisées assez différemment d'ailleurs, hein, mais en leur laissant justement l'initiative de cette organisation très locale, et nous apportant l'investissement sur le matériel. Et sur les déchets, enfin, c'est vrai que tout ça, c'est des actions qui sont portées par le service déchets, du coup, qui a un historique aussi plus vieux, parce qu'avec le CIR-Bondy, c'est une politique au niveau de la gestion des déchets qui est plus ancienne, et il y avait déjà beaucoup de liens créés avec les assos qui géraient les déchets verts, la location de broyeurs, etc. En tout cas, voilà, nous, on a nos collègues qui sont disponibles pour expliquer un peu plus cette politique que moi, j'en suis un peu plus loin.
Et sur la question des déchets verts, en fait, il y a un débat qui s'est installé depuis quelque temps. C'est est-ce qu'on doit toujours accepter des déchets verts en déchetterie? Euh, Sur un territoire rural, c'est pas très simple que de dire non, parce que ça fait partie des habitudes. Pour autant, en installant quelque chose et en temps, je pense qu'on peut y arriver. La première démarche, ce serait déjà de refuser les pelouses, les tontes. Ça paraît assez facile à faire, même s'il faudra l'expliquer. Voilà. Mais voilà qu'après, peut-être organiser les choses un peu différemment, de telle façon à ce que ce soit pas. Aujourd'hui, c'est un peu culturel, en fait, c'est un peu ancré dans les esprits. Donc, ça implique du débat, de la pédagogie. On essaye de le faire. Et depuis quelques années, on commence à préparer les esprits à une nouvelle approche autour de justement la prévention et aussi peut-être des nouvelles essences pour faire des haies, par exemple. Et puis surtout, la tonte, si elle reste sur place, c'est pas si mal. Merci beaucoup. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Super. Eh bien, on arrive, il est Si 13 je heures. voulais Oui, compléter, en fait, sur la question des déchets, Dimitri disait qu'on a un long historique. Effectivement, aujourd'hui, on est pas loin d'être champion de France sur les déchets ménagers résiduels, puisqu'on doit être à 88 kilos par habitant. Et donc, c'est très, très bien. En revanche, on est moins vertueux sur les autres dépôts en déchetterie. Et d'accord. donc, je me dis, c'est dommage d'être champion de France sur le bac noir, et puis sur le reste, de considérer que c'est un peu une fatalité. Et puis voilà. Donc, je me dis, là, il y a un nouvel angle à aborder, notamment en milieu rural sur les déchets verts. Et avec voilà, un peu de volonté, je pense qu'on peut y parvenir. Et puis, pour moi, c'est accessible. Eh bien, merci beaucoup. C'est vraiment très inspirant et motivant de voir justement cet élan que vous avez, que ce soit au niveau politique et puis au niveau aussi de tout ce qui est mis en place dans les services. Enfin, c'est très motivant. On n'a pas eu beaucoup de monde aujourd'hui. Voilà, c'est le mois de mai-juin qui fait que les gens sont bien occupés. Mais comme le disait Sylvain en début de présentation, ce webinaire, il est enregistré, il sera rendu disponible et diffusé. On a eu quand même des gens qui ont été très attentifs et qui ont posé des questions. Donc, on va libérer tout le monde pour pouvoir aller déjeuner et continuer sa journée de travail. Et on aura évidemment grand plaisir à vous retrouver en personne du 24 au 26 septembre chez vous pour les rencontres nationales TEPOS avec un programme qui paraît dans tout juste une semaine, jeudi prochain, le 19. On aura tous les détails du programme et les inscriptions seront ouvertes. Merci beaucoup à toutes et tous et à très bientôt. Merci. À bientôt dans les Mauges. Au revoir.